Bien, intéressons-nous dans cette nouvelle capsule à la manière dont être favorisée la distribution du dioxygène et des nutriments aux muscles, notamment pendant l'effort. Alors, intéressons-nous tout d'abord au dioxygène, donc à la recharge en fait en dioxygène de l'ensemble du circuit sanguin, parce que bien sûr les muscles ayant utilisé donc une partie du dioxygène, il va falloir recharger le sang en dioxygène pour pouvoir assurer la poursuite du travail musculaire. Alors, on a vu dans les capsules précédentes que la recharge en dioxygène se fait au niveau des poumons. Et donc, il y a une circulation sanguine qu'on va appeler la circulation pulmonaire au niveau des poumons. Alors la particularité de cette circulation, qu'on appelle aussi petite circulation, c'est qu'elle est en série avec le reste de la circulation. Alors en série, vous avez vu ça en électricité, ici deux circuits avec deux composants L1 et L2. Eh bien L1 et L2 sont en série ici quand ils se suivent, et L1 et L2 sont en parallèle ou en dérivation dans ce deuxième cas. Alors, L1 ça va être, si on estime que la circulation se fait dans ce sens-là, eh bien L1 va être nos poumons et L2 sera nos muscles. Alors si on regarde effectivement la circulation pulmonaire par rapport à la circulation générale, on voit que le sang, effectivement, donc qui est pauvre en dioxygène, va se recharger au niveau des poumons, retourne au cœur, et là c'est un sang oxygéné qui va passer dans la circulation générale et irriguer l'ensemble des organes. Euh, Comment va se faire donc maintenant une fois que le dioxygène enfin que le sang est rechargé en dioxygène, euh, les muscles vont être demandeurs de manière préférentielle euh, du dioxygène. Alors, quand on regarde le débit sanguin, c'est-à-dire le volume de sang par unité de temps qui circule entre une personne au repos et une personne qui est en activité, eh bien, on se rend compte que le débit sanguin augmente très fortement dans les muscles. Il augmente également dans la peau, alors qu'il a tendance à diminuer dans le tube digestif, par exemple, et d'autres organes. Donc il y a une redistribution préférentielle du sang au niveau des organes qui seront en activité pendant l'effort, c'est-à-dire les muscles. Alors comment assurer justement un apport en dioxygène euh, important, efficace, maximal à l'ensemble des muscles? Ils ne sont pas tous situés aux mêmes endroits. Eh bien, cette circulation générale, c'est elle qui va amener le dioxygène aux muscles, eh bien, présente une disposition qu'on appelle en parallèle ou en dérivation. Alors, si on revient à notre schéma précédent et qu'on ne s'intéresse cette fois-ci qu'à la circulation générale, eh bien, on constate que les organes ne sont pas situés les uns derrière les autres, ils sont situés en parallèle, d'accord? Et du sang dioxygéné arrive en même quantité à chacun des organes. Alors ici, il n'y a qu'un muscle de représenter, mais si on représentait d'autres muscles en dessous, par exemple les muscles des membres inférieurs, ça serait les muscles des membres supérieurs par exemple, eh bien ils vont recevoir la même quantité de dioxygène, c'est-à-dire une quantité de dioxygène maximale. Donc bref, une organisation en parallèle permet d'assurer une alimentation optimale en dioxygène et en nutriments aussi, hein, pour l'ensemble des organes et notamment les muscles. Alors si on regarde sur une petite animation, comment se fait cette circulation? Eh bien, on se rend bien compte ici donc de cette distribution en parallèle efficace à chacun des organes qui reçoivent donc un maximum de sang dioxygéné. Alors, on a vu dans le schéma précédent que le débit dans les muscles augmentait aussi. Alors, au niveau des muscles, il y a un ensemble de capillaires qui sont composés d'artérioles et de vénules euh, qui vont irriguer en fait l'ensemble du muscle. Alors la particularité de ces petits capillaires,
eh bien, c'est que ils peuvent s'ouvrir et se fermer par des dispositifs qu'on va appeler des sphincters, des genres de petits muscles circulaires, si vous voulez, qui entourent, par exemple, qui entourent ici le diamètre d'un vaisseau. Alors, on voit très bien ici au repos, par exemple, hein, si on fait une radiographie ici des capillaires, bon là c'est au niveau du cœur, mais donc d'un organe en activité, eh bien, on se rend compte qu'au repos, eh bien, il y a des capillaires principaux qui sont ouverts, mais par contre, lors d'un effort physique, eh bien, il y a des capillaires qui s'ouvrent, hein, et certains qui voient leur débit augmenter. Alors, comment l'expliquer? Eh bien, donc déjà par une dilatation, donc si on compare au repos et en activité, eh bien on se rend compte que ces capillaires ont un plus gros diamètre. Ils auront donc un plus gros débit sanguin. Et l'ouverture de ces capillaires va être contrôlée par ces petits sphincters, ici ces petits muscles qui contrôlent donc l'ouverture ou la fermeture de ces petits vaisseaux. Alors, quand ils sont fermés, on va parler de vasoconstriction. Et quand ils sont ouverts, on va dire qu'il y a une vasodilatation. Et donc, dans un muscle en activité, les muscles des sphincters se relâchent, ce qui permet un afflux de sang dans les capillaires et ce qui va provoquer leur dilatation et donc forcément un débit sanguin qui va augmenter dans le muscle et ce qui va favoriser un apport préférentiel en dioxygène et en nutriments. Alors cette double circulation, que ce soit la petite circulation, la circulation pulmonaire ou la grande circulation qu'on appelle également circulation générale, eh bien il faut l'entraîner. Ce qui va l'entraîner, c'est le cœur et donc l'activité cardiaque. Alors si on s'intéresse à l'anatomie du cœur que vous avez vu en classe de 5e, vous reconnaissez diverses choses. Il y a deux oreillettes, oreillette droite et oreillette gauche, et il y a deux ventricules, ventricule droit et ventricule gauche, séparés chacun par une cloison. Alors si on regarde une coupe du cœur schématique cette fois-ci, eh bien on retrouve donc notre ventricule droit, notre ventricule gauche, notre oreillette droite, notre oreillette gauche, et on se rend compte que les communications entre oreillette et ventricule, que ce soit côté droit ou côté gauche, eh bien, sont contrôlées par des genres de petits clapets que vous voyez ici, qui peuvent s'ouvrir et se fermer, qu'on appelle des valvules ou des valves. Eh bien, ces valvules, on les retrouve aussi donc à la sortie du ventricule, notamment au niveau du ventricule droit, vers l'artère pulmonaire, eh bien, il y a une valvule ici qui contrôle l'ouverture. Et entre le ventricule gauche et l'aorte, c'est-à-dire vers la circulation générale, il y a également une autre valvule. Alors la particularité de ces valvules, eh bien, c'est qu'elles ne peuvent s'ouvrir que dans un sens, elles n'autorisent le passage du sang que dans un sens, de l'oreillette droite, c'est-à-dire quand on arrive ici de la circulation générale, de l'oreillette droite vers le ventricule droit, ça part ensuite vers les artères pulmonaires, ça ne peut passer que dans ce sens, où donc le sang va se recharger en dioxygène vers le poumon droit et vers le poumon gauche. Le sang rechargé en dioxygène revient par les veines pulmonaires dans l'oreillette gauche. L'ouverture de la valvule permet le passage du sang de l'oreillette gauche vers le ventricule gauche. Le ventricule gauche se contracte, ouvre. La pression exercée donc par le sang sur les valvules les fait ouvrir ici vers l'aorte et le sang passe donc dans l'aorte. C'est un sang oxygéné qui passe dans l'aorte et qui se dirige vers la circulation générale et notamment vers les muscles. Alors si on regarde donc le cycle cardiaque, eh bien on retrouve bien donc ici donc la contraction des oreillettes qui propulse le sang des oreillettes vers le ventricule, sens unique orienté grâce au fonctionnement de ces valvules. Le ventricule ici donc se remplit de sang et les deux ventricules vont se contracter. On va parler donc de systole ventriculaire et cela va amener le sang à se retrouver dans la petite circulation ici à la sortie du ventricule droit
et dans la grande circulation à la sortie du ventricule gauche, c'est-à-dire ici, dans l'aorte. Alors comment varient ces paramètres cardiaques et même cardiovasculaires en fonction de l'effort? Alors on a vu tout d'abord qu'il y avait une variation du débit cardiaque. Alors le débit cardiaque, on le définit comme étant la quantité de sang qui va être éjectée par un ventricule par unité de temps. On va parler aussi du volume de sang que le ventricule est capable d'éjecter. Lors de sa contraction, on dit encore lors de sa systole. On va l'appeler le volume d'éjection systolique. Eh bien, le débit cardiaque, c'est donc le produit, la fréquence cardiaque, par le volume d'éjection systolique. Alors si on regarde justement donc les variations de la fréquence cardiaque et du volume d'éjection systolique en fonction de l'effort, eh bien on constate que plus l'activité est importante, plus la fréquence cardiaque augmente, plus le volume d'éjection systolique augmente. Donc le débit cardiaque va augmenter en fonction de l'intensité de l'effort. Alors ce débit cardiaque ne va pas augmenter indéfiniment. Il est ici donc représenté en vert. La fréquence cardiaque va finir par se stabiliser, c'est-à-dire atteindre un maximum, et il en est de même du volume d'éjection systolique qui va atteindre un maximum. Donc pour une certaine puissance d'effort, eh bien, on va avoir un débit cardiaque qui va être maximal. Alors, quel est l'intérêt donc d'augmenter le débit cardiaque? Eh bien, on constate que plus l'effort est important, plus les muscles vont utiliser du dioxygène. Et donc, le sang qui revient au cœur au niveau de l'oreillette droite par les veines caves est un sang qui est de plus en plus appauvri en dioxygène. Et donc, il faut augmenter le débit cardiaque, notamment dans la petite circulation, pour favoriser donc la recharge du sang en dioxygène et ainsi assurer une concentration en dioxygène toujours maximale dans la grande circulation. Alors, un deuxième paramètre qui se modifie également, c'est la pression artérielle, qui résulte de l'activité cardiaque. Alors, vous connaissez les appareils de mesure de pression artérielle, il y a donc ce qu'on appelle le sphygmomanomètre, celui qu'utilise certainement votre médecin, et puis il y a maintenant ce qu'on appelle des tensiomètres électroniques. Alors, quelle information nous donne donc le tensiomètre électronique ou le sphygmomanomètre? Eh bien, il nous dit que la pression artérielle varie entre un minimum et un maximum. Le minimum, on va l'appeler la pression diastolique, et le maximum observé va s'appeler la pression systolique. Ce sont les deux chiffres que donne le médecin. Bon, je passe sur le système de mesure. En général, la pression artérielle, normalement, doit être située pour la pression systolique, c'est-à-dire quand le ventricule se contracte entre 120 et 129 mm de mercure, et quand le cœur est entre guillemets au repos, quand le ventricule est au repos, eh bien, il doit y avoir une pression dans vos artères qui doit être située entre 80 et 84 mm de mercure. Ce sont donc les deux chiffres. Par exemple, souvent ils sont exprimés en centimètres, on pourra avoir par exemple 12,8 de tension. Alors on constate que la pression artérielle augmente en fonction de l'effort. Pas la diastolique, mais la systolique, c'est-à-dire le premier chiffre que vous donne le médecin. Effectivement, la pression artérielle systolique est directement liée à la fréquence cardiaque. Quand on voit que la fréquence cardiaque augmente, eh bien, la pression artérielle systolique augmente également. La pression artérielle va être aussi liée à ce qu'on appelle la résistance des vaisseaux, c'est-à-dire que plus les vaisseaux seront contractés, ou plus les vaisseaux auront du mal à se dilater sous l'effet de la pression exercée sur leurs parois, eh bien la pression artérielle va augmenter. Donc ça, il y aura tout un certain nombre de pathologies dont on parlera, qui vont provoquer par exemple ce qu'on appelle de l'hypertension. Eh bien, la pression artérielle, elle se mesure par le produit fréquence cardiaque multiplié par le volume d'éjection systolique, donc ça c'est le débit cardiaque, multiplié par la résistance des vaisseaux.